Bonsoir à tous, lundi 7 octobre, bienvenue pour une nouvelle semaine d'information locale sur TV à 78. Tout de suite, les titres de ce journal. Il a entamé sa mutation. Le technocentre Renault à Guyancourt a lancé son programme de rénovation. En 5 ans, les espaces de travail seront intégralement transformés pour les rendre plus modernes et plus énergétiques. Visite des lieux. Une après-midi de rencontres et d'échanges consacrés aux aidants. Elle se déroulait aujourd'hui au centre hospitalier de Plaisir, au lendemain de la journée nationale dédiée. Retour sur l'événement et sur le travail mené dans l'établissement de santé Saint-Quentinois. Et puis 6/6 pour le Football Club de Versailles qui n'en finit plus de gagner dans le championnat de National 3. Victoire 3-0 contre Torcy samedi. Ce résultat et bien d'autres encore à retrouver dans cette édition. Et puis à suivre tout à l'heure l'association Cœur de Bouchon, interview avec cette association qui a en ce moment besoin de bénévoles. Le technocentre Renault de Guyancourt en rénovation, il est entré dans une phase de travaux, plusieurs phases de travaux qui vont durer jusqu'en 2023. Un programme visant à moderniser les bureaux, améliorer la consommation énergétique et le confort des quelques 10 000 salariés sur le site. Un reportage de Nicolas Dandry et de Margot Duroy. Les premiers travaux ont débuté en juillet 2019. Plusieurs parties du technocentre Renault de Guyancourt vont connaître une rénovation, une réorganisation des espaces de travail et une amélioration des systèmes énergétiques, des infrastructures datant de 1998. Vous êtes ici donc sur la première zone qui a été curée. Donc comme vous voyez, on enlève tout. Tout est trié par type de produit pour être envoyé en recyclage après. Donc nous avons complètement vidé le plateau de tous ces équipements, de tous ces fluides, et tout va être remis à neuf. Ces équipements qui sont là ont quasiment 20 ans pour la plupart. Bon, des fois on les a changés, mais sinon en moyenne ils ont 20 ans. Donc là on remet tout à neuf, c'est un nouvel immeuble que l'on est en train de construire, on ne garde que la peau extérieure. Ces transformations, c'est le programme ETCR pour efficience du technocentre Renault, du nouveau mobilier, des espaces de réunion, du matériel neuf, des outils actuellement en test par des collaborateurs engagés sur cette question. C'est un bureau à 6 debout électriques pour que chacun puisse le régler comme il veut et travailler debout. Souvent en fin de journée, on voit que les gens se lèvent, mettent leur bureau debout et travaillent debout, au plus haut. Et tous les postes sont équipés d'écrans avec des bras multifonctions qui permettent de le mettre dans tous les sens. Au cœur de cette réflexion lancée en 2015, le travail collaboratif à travers des espaces de travail et de détente, comme ce Working Café. Ce qu'on veut, c'est effectivement donner un maximum de confort pour tout ce qui est l'environnement physique, pour que le salarié se mette dans les meilleures conditions pour travailler. L'objectif de cette opération, c'est de décloisonner et d'améliorer la convivialité et la collaboration entre les personnes et les mettre plus dans la lumière. La fin des travaux est prévue pour 2023. À noter aussi la construction d'Odyssée, un nouveau bâtiment en bois installé sur le site. L'actualité, c'est également cette manifestation des anti-PMA hier à Paris. 21 associations, pour la plupart catholiques, ont défilé ce dimanche dans les rues de la capitale. Mobilisation contre l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux femmes seules ou en couple lesbien. C'est l'article 1 de la loi bioéthique qui a été adopté en première lecture par les députés. Un défilé et une guerre des chiffres. Le cortège a rassemblé 74 500 personnes selon un organisme de comptage indépendant, 600 000 selon les organisateurs. On rappelle que la mobilisation pour le mariage pour tous avait rassemblé 1,4 million de personnes d'après les associations. Écoutez Jean-Frédéric Poisson interrogé par Marilène Yapichino. On ne peut pas demander à l'État de mentir à un point tel que on dise à un enfant officiellement dans son état civil mon garçon ou ma fille, vous n'avez pas de père. Parce que ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Donc d'inscrire ça sous l'autorité de l'État est un mensonge d'État et c'est grave. Je pense que les événements qui se sont déroulés dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale toute la semaine dernière ont contribué à alimenter cette mobilisation dimanche. Donc un beau succès en tout cas et je suis content de voir que petit à petit on comprend tous les enjeux de ce texte au-delà simplement de l'accueil des enfants par des couples homosexuels de femmes. Ça m'a surpris, je ne pensais pas qu'il y aurait hier autant de monde que ça. Mais on verra bien ce que ça donne par la suite. Mais il faut s'attendre effectivement à de très grosses mobilisations à nouveau dans les mois qui viennent. 5 autres dates de rassemblement sont prévues, dont la prochaine le 1er décembre. Et sur le sujet de la PMA, vous pouvez retrouver notre reportage, un témoignage d'une famille homoparentale. C'est sur notre site internet tv78.com. Jean-Frédéric Poisson, qui ne siège plus au sein de la majorité du maire de Rambouillet, Marc Robert. Ce dernier vient d'annoncer qu'il ne briguerait pas de second mandat à la tête de la municipalité du Sud-Yvelines. Marc Robert avait été élu aux élections municipales de 2014, succédant à Gérard Larcher. Le maire qui ira au bout de son mandat souhaite
souhaite s'arrêter pour raison de santé. C'est l'adjointe Véronique Matillon qui a été désignée pour mener la liste de la majorité au prochain scrutin en mars 2020. L'ancien adjoint Gilles Schmitt conduira lui une liste La République en marche. Dans l'opposition, l'écologiste David Jutier sera également candidat. À Aulnay-sur-Moldre, commune de 1100 habitants, ont voté ce dimanche, deuxième élection anticipée en 3 ans. Ensuite, à des désaccords au sein de la majorité, le maire sortant Jean-Christophe Charby a été reconduit pour 5 mois. Il devance de 4 voix seulement son adversaire Michel Comtet, ancien adjoint. Ils sont 11 millions à être considérés comme aidants en France. Hier dimanche, une journée nationale leur a été consacrée pour les soutenir, les reconnaître et informer davantage sur ce statut. Événement suivi cet après-midi avec une journée dédiée au centre hospitalier de Plaisir. Elle s'est achevée à 17h et elle sort tout juste de cet événement. Le docteur Karima Boulkour-Yaouni, bonsoir. Bonsoir. Et également Vilma Bouratroff, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cadre de santé à l'hôpital de jour psychogériatrie et à l'accueil de jour au centre hospitalier. Déjà, pour commencer sur cette thématique des aidants, si on peut rappeler la définition de ce qu'est un aidant, à partir de quel moment est-on considéré comme un aidant ? Alors, l'aidant est un parent proche qui peut être ou le conjoint ou l'enfant. Et si la personne n'a pas de parent proche, ça peut être un voisin qui est au quotidien donc avec cette personne qui a des troubles de mémoire. Et donc les dents qu'on appelle les dents familiaux sont vraiment très importants puisqu'ils nous apportent beaucoup d'informations et on partage aussi avec eux et on essaye de les aider dans leur quotidien par des formations, par des avis parce qu'ils arrivent à un moment donné où ils sont épuisés, ils ne savent plus où s'orienter par moment, ils sont vraiment fatigables. Donc voilà, nous avons une offre de soins qu'à l'hôpital de Plaisir, donc ce sont les hôpitaux de jour de stimulation cognitive et il y a les 2 accueils de jour, le Mérenté et le Galion, où on peut également, en fonction de l'évolution de la maladie, orienter ces patients. On aura l'occasion d'en reparler juste après. On précise juste que ce statut aussi des aidants est de plus en plus reconnu, notamment avec de récentes annonces du gouvernement, un plan aidant qui va voir le jour avec cette mesure phare, la mise en place d'un congé rémunéré pour ces personnes. Pourquoi organiser cette journée aujourd'hui ? Alors, cette journée, elle rentre dans le cadre de la journée nationale. Pour nous, c'est une première fois parce que depuis un moment, nous sommes très portés sur toutes les aides qu'on peut apporter aux aidants. Et donc, là, on avait organisé à chaque 2 ans à peu près des journées Alzheimer à un plus large spectre avec des professionnels, des partenaires de département. Mais là, on a voulu faire vraiment un moment de partage avec eux parce que nous avons des programmes d'éducation thérapeutique qui sont aussi depuis 3-4 ans aussi tournés vers cette problématique de l'accompagnement des aidants. Et elle s'est déroulée comment cette journée ? Quel était le programme de l'après-midi ? Alors, le programme, ça a été d'abord l'ouverture avec un mot de directeur du centre hospitalier des Plaisirs. Et après, donc, des invités, donc l'ARS qui nous soutient de ce projet d'éducation thérapeutique depuis 3-4 ans maintenant. Et aussi des stands pour montrer le travail de toute une équipe pluridisciplinaire avec des partenaires aussi des villes. Et une présentation sur quelque chose qui pour nous est assez innovant, c'est-à-dire comment travailler auprès des aidants avec des méthodes pédagogiques innovantes, comme la méthode Montessori, adaptées à la personne âgée. Alors c'est une thématique, on l'a compris, sur laquelle vous travaillez au centre hospitalier de Plaisir. Docteur Boulkour-Yaouni, notamment au sein d'une filière psychogériatrie, c'est ça ? Tout à fait. Alors nous avons une filière, alors c'est la consultation, dans la filière psychogériatrique, il y a la consultation mémoire. Une fois la consultation réalisée, il y a des tests psychométriques qui sont réalisés par les neuropsychologues, puis après des consultations de retour. De là, il y a une orientation de la personne qui présente des troubles cognitifs, soit en hôpital de jour pour une stimulation cognitive, qui se déroule sur une période de 4 mois, renouvelable 4 mois. Et puis après, suivi de consultation. Si la pathologie est évoluée, donc là, on les oriente vers les accueils de jour. D'accord.
Et puis bien sûr en parallèle il y a des groupes de parole, il y a une prise en charge avec la psychologue qui peut suivre les aidants, qui peut suivre également le patient lui-même et plus les partenaires extérieurs, parce que nous avons également, quand on a des problématiques, on fait appel à l'équipe mobile extra-hospitalière qui est le réseau Répit, donc qui nous aide également énormément parce qu'il a une vue à l'extérieur et au domicile. Et aussi, on termine avec ça, Aide aux aidants, qui est un programme d'éducation thérapeutique subventionné par l'Agence régionale de santé. Vous en parliez tout à l'heure, Vilma Bouratrov. Tout à fait. Donc ce programme, nous avons commencé en 2016, c'est-à-dire 2015, toute l'équipe a été formée et préparée à créer des séances d'éducation thérapeutique. Et en 2016, avec l'ARS, on a fait une grande présentation et elle a été porteuse de notre projet pour demande d'autorisation et aussi financement. Et donc, 4 ans d'autorisation et de financement qui vont s'achever début 2020, donc dans lequel on fait une évaluation quadriennale. Donc, pour moi, c'était très important qu'on puisse être à l'écoute des aidants aussi pour évaluer notre programme. Et donc, dans la filière, nous avons donc toutes les équipes des filières qui participent, depuis l'hospitalisation complète, l'hôpital des jours, les accueils des jours, et toute une politique de l'hôpital aussi, à mettre en avant l'éducation thérapeutique en termes de formation et de représentation. Merci à vous deux. On arrive à la fin de cet entretien, très rapidement. Juste un petit mot, rapidement, nous avons, ce qui est innovant chez nous, c'est que nous avons un aidant qui est ressource. Oui. Donc, qui a bénéficié de la formation et maintenant il participe avec l'équipe et qui donne également des formations pour les autres aidants. Merci à vous deux, Dr Karima Boulkour-Yaouni et Vilma Bouratrov, d'être venus de parler de cette thématique. Je précise juste qu'un entraidant village se déroulera aussi sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Il est prévu ce samedi, c'est le deuxième de ce nom. Vous retrouvez toutes les informations sur le site internet de Saint-Quentin en Yvelines. 15 ans que la ville de Montigny-le-Bretonneux organise cet événement. C'est la semaine du handicap. Jusqu'à dimanche, de nombreux temps forts seront au programme de cette 16e édition. Ateliers de sensibilisation, courses inter-relais entreprises, forum handi-recrutement. La semaine qui se clôturera le week-end au centre sportif Pierre de Coubertin où vous pourrez ramener des bouchons sans modération. Cette association gère justement la récolte de bouchons dans toute la France et aussi dans le département des Yvelines. C'est Cœur de bouchons, des bouchons qui servent ensuite à l'acquisition d'équipements spécifiques pour les personnes handicapées. On en parle avec son président, Sébastien Doru. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez en plateau ce soir pour nous parler des bénévoles, puisqu'il y a un manque de bénévoles. En tout cas, vous êtes à la recherche en ce moment de bénévoles, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, le plus dur dans l'association, c'est de trouver des bénévoles qui viennent participer au tri des bouchons sur les différents locaux où on est installé. Est-ce qu'il n'y a pas une crise du bénévolat dans le mouvement associatif en général, à votre avis ? De manière générale, oui, je pense, oui, effectivement. C'est là le plus difficile. Pourquoi ils sont primordiaux, ces bénévoles pour votre association ? Parce qu'on a besoin énormément de personnes qui viennent pour trier, pour collecter les bouchons et qui viennent participer justement à toute cette action qui est mise en place avant même de pouvoir aller à l'action finale qui est acheter du matériel. Et quelles sont leurs missions justement ? C'est la collecte, le tri de ces bouchons ? Alors c'est soit la collecte des bouchons, soit le tri des bouchons. C'est vraiment suivant les gens, le temps qu'ils ont disponible, qui mettent à disposition de l'association. Qui peut devenir bénévole de votre association ? Tout le monde peut devenir bénévole. Comment on fait pour devenir bénévole ? Il suffit d'aller sur le site internet de l'association, bouchonfrancilien.fr ou cœurdebouchon.fr, et il y aura toutes les informations et les liens pour nous contacter. Alors, ça nécessite combien de temps ? On sait que ça peut être un frein à l'engagement dans le bénévolat, le temps que ça nécessite par semaine. Combien de temps d'engagement pour votre association ? Justement, il n'y a pas d'engagement. Chacun est libre de faire comme il veut. Ça peut être quelques heures par jour, quelques heures par semaine, quelques heures par mois. Chacun vient quand il veut, comme il veut. Il n'y a pas d'engagement. Et vous l'avez dit, le but c'est de participer à cette collecte, au tri de ces bouchons et aussi de participer au financement de plusieurs actions en faveur des personnes handicapées. Qu'est-ce que ça finance concrètement, cette récolte, ce tri de bouchons ? Alors le tri des bouchons, donc déjà c'est important, c'est que 100% de cet argent va être distribué pour l'achat de matériel, que ce soit du fauteuil roulant, que ce soit l'aménagement de véhicules, que ce soit l'aménagement de la salle de bain, enfin, tout ce qui est accès à la mobilité de la personne handicapée. Donc il y a plusieurs missions. L'association est présente partout en France. Il y a une implantation dans les Yvelines depuis quelques mois, depuis 1 an, c'est ça ? Alors oui, l'association présente, il y a d'autres associations qui existent, mais notre association est présente depuis 1 an et on s'étend un petit peu sur plus que les Yvelines d'ailleurs. La suite pour vous, c'est primordial d'avoir ces bénévoles pour la suite de l'association ? C'est l'essentiel, oui, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a comme actualité là pour votre association prochainement ? Prochainement, c'est du tri, beaucoup de tri en fait en perspective, parce qu'on a des collègues qui s'agrandissent énormément. Donc là, il faut vraiment qu'on ait beaucoup de bénévoles pour nous aider à trier.
Merci beaucoup d'être passé en plateau pour lancer cet appel. Sébastien Doru, il y a le site de l'association qui s'affiche en bas de l'écran pour vous joindre et pour pourquoi pas rejoindre cette équipe de bénévoles de l'association Cœur de Bouchon. Merci d'être passé en plateau. Connaissez-vous l'histoire de votre maison? Le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse s'est donné une année pour répertorier les anciennes résidences de villégiature. Gwenaëlle Saint-Ilan est partie sur la trace de ces maisons de campagne. Regardez. Elles sont ancrées dans les villages du parc naturel. Elles s'entourent de jardins, de balcons, de ferronneries travaillées et affichent d'élégantes silhouettes. Ce sont les résidences de villégiature. Donc la villégiature, c'est une pratique qui est très ancienne, en fait, qui remonte aux Romains. Les Romains, les villas romaines, par exemple à Pompéi ou même à Rome, donc les Romains riches, comme Pline l'Ancien par exemple ou Pline le Jeune, avaient des villas, ce qu'ils appelaient des villas, c'est-à-dire des maisons de villégiature dans lesquelles ils allaient pour un séjour relativement long. Ce qui distingue, là on parle bien de villégiature et pas de tourisme. La villégiature, c'est donc un séjour à la campagne dans une propriété pour y trouver le repos, le bon air et pratiquer des loisirs intellectuels, lecture, musique ou autres, avec le plus souvent un jardin pour y cultiver ses produits. Au XIXe siècle, la villégiature devient également un mode de vie. C'est pas la vie en ville où on a des soirées chic. Là, on vit simplement, on reçoit ses amis, on fait des jeux, on joue aux cartes, on joue au billard. La salle de billard est un des attributs de la villégiature. Et puis, on profite de la vue aussi, parce que très souvent, ces maisons de villégiature, elles sont situées en haut d'une colline ou au bord d'une rivière, enfin en haut d'une rivière, sur les coteaux d'une rivière. Pour recenser ces villes-là, le parc réalise des inventaires en collaboration avec le service patrimoine et inventaire de la région Île-de-France. Il identifie les différentes communes et bâtiments à répertorier. Ensuite, les équipes partent sur le terrain pour faire des observations et des relevés plus précis. Ces maisons ont beaucoup de points communs architecturaux et malgré tout, il existe beaucoup de variétés de formes et de matériaux. Alors elles sont ici, c'est vraiment particulier parce que la meulière est partout. Elles sont en meulière, mais assorties de briques, assorties de céramique, de couleurs. C'est relativement sobre quand même. Il y a des maisons de villégiature à la même époque, en bord de mer par exemple. Il y a des maisons de villégiature balnéaires qui sont beaucoup plus pittoresques, avec beaucoup plus de décors, avec des fermes apparentes ajourées, du bois. Enfin, ici, c'est une architecture relativement sobre. Une fois les inventaires terminés, ils seront ensuite publiés sur le site du parc et accessibles à tous. Chacun pourra ainsi en savoir un peu plus sur l'histoire de sa maison et ainsi mieux respecter l'histoire du bâti. Le sport, 2 semaines avant l'ouverture de l'Open de France de golf à Saint-Quentin en Yvelines, le monde de la petite balle blanche se retrouvait. La Golf Experience se déroulait à l'île de Loisirs ce samedi, des animations de 14h jusqu'à minuit. Retour sur l'événement avec Marilyn Yapichino. Avant, oui. Après. Ah oui, c'est pas pareil. Ça y est, Babette connaît la position parfaite pour driver. Avec 3 mois d'essai à son actif, elle a décidé de persévérer et profite d'un bilan personnalisé proposé lors de cette Golf Experience. La posture, l'appui sur les talons, donc ça c'est important, et le relâchement des bras. Toute l'après-midi, le Blue Green de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines proposait des animations gratuites pour s'initier ou se perfectionner à l'art du golf à l'aide de plusieurs ateliers. Il y a 3 ateliers qui permettent aux débutants de prendre un club pour la première fois en main, donc à travers le putting, l'approche ou derrière moi le practice. Et une fois qu'ils ont validé ces ateliers, ils peuvent démarrer tout de suite sur un parcours de 3 trous où là ils sont accompagnés par un golfeur. Après la Ryder Cup, place à l'Open de France. L'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines souhaite faire une belle place au golf et le démocratiser. L'objectif pour Saint-Quentin est très clair, c'est de faire découvrir le golf pour tous, montrer, en fait, démystifier un peu l'idée reçue que le golf est pour une élite, qu'il faut vraiment être, j'allais dire, professionnel pour faire du golf, que ça coûte très cher. Une activité qui s'adresse aussi aux familles. Exceptionnellement, les plus petits pouvaient faire leurs premiers pas sur les terrains et apprendre les rudiments de la petite balle blanche. Respecter les règles et le terrain, le matériel et juste jouer
jouer, mettre la balle dans un trou. Quant à Babette, l'après-midi a suffi pour trouver son swing. Oui. Et on retrouve à présent Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir Grégory. Journaliste sport de la rédaction, vous nous faites un panorama des résultats sportifs du week-end dans le département du football pour commencer Mickaël avec le championnat de National 3. Exactement, Versailles-Torcy, c'était l'une des affiches de cette 6e journée du championnat de National 3. Après une première période équilibrée ponctuée par un triste 0-0, les Versaillais sont plus entreprenants au retour des vestiaires et arrivent à trouver la faille dans le dernier quart d'heure grâce à un doublé de Benjamin Louvet, 6 fois buteur en 6 matchs depuis le début de la saison. C'est pas mal, hein, Grégory. Superbe but. Versailles parachève sa victoire grâce à Johan Akassou. Score final 3-0. On écoute la réaction du héros du jour. On a eu l'habitude, nous, de toujours bien commencer fort et à réussir à marquer dès le début. Là, on est tombé contre vraiment une bonne équipe bien en place. On a su être patient et franchement, sur la deuxième mi-temps, à mettre un petit coup de collier pour pouvoir accélérer. On a eu un petit peu de chance aussi, faut pas se mentir, mais ça fait partie du jeu aussi. Avec 6 victoires en 6 matchs, 17 buts marqués et un seul but encaissé, Versailles réalise un début de saison presque parfait. Des résultats qui permettent aux joueurs de la Cité Royale de faire cavalier seul en tête avec déjà 5 points d'avance sur le Paris FC. On écoute l'entraîneur. État d'esprit, forcément, parce que pour pouvoir enchaîner autant de matchs en étant solide et en refusant la défaite, c'est que des choses se passent entre les joueurs. L'état d'esprit, le fait d'avoir un objectif commun et de réciter une partition sur le terrain qui nous permet d'avoir ce résultat et cette longévité. Prochain match pour Versailles ce dimanche 13 octobre sur le terrain de Courcouronnes en Coupe de France. Une victoire, et ça serait idyllique comme début de saison, Grégory. Oui, on va suivre cette série, voir si cette série se poursuit. On joue également, toujours c'est du football, Mickaël, le championnat de Régional 2. On joue une journée de Régional 2. Exactement. Trappes a signé ce week-end sa première victoire de la saison. Les trappistes promus cette année sont allés s'imposer sur le score de 3-0 sur le terrain du Cosmo Taverny. Une victoire qui leur permet de remonter au classement et de ne plus être lanterne rouge. Ils se retrouvent à la 10e place sur 12. On écoute l'entraîneur de l'équipe, Ludovic Gauthier. Après un mois de septembre catastrophique, on avait à cœur de débuter le mois d'octobre par une victoire. Et voilà, c'est chose faite. J'espère que ça va lancer une bonne dynamique et qu'on va pouvoir enchaîner les bons résultats. Sur les autres, on n'était pas encore vraiment une équipe. À Trappes, il y a plein de bons joueurs, mais on n'était pas une équipe. Et hier, on a été une équipe solidaire, déterminée, à gagner notre premier match. On termine par du basket, Mickaël. Trappes se ressaisit dans le championnat de National 3. Les trappistes se sont imposés ce samedi soir sur leur terrain contre Laïc Montivilliers 79-70 lors de la 3e journée, leur 2e victoire de la saison. Un résultat qui leur permet d'être dans le top 3 du championnat. L'objectif du club sera cette année la montée, après l'avoir loupé de peu l'année dernière. Merci Mickaël pour ce tour d'horizon. On vous retrouve dans un instant l'émission 7-8 Sport sur TV78. Il sera question notamment de marche nordique, c'est ça ? Marche nordique, c'est ça. Un rendez-vous qui sera programmé à Versailles ce week-end, ce dimanche. On parlera également du rallye Gazelle & Men. C'est un rallye au Maroc, vous verrez, avec 2 Vélisiens qui se lancent dans l'aventure. Et plus d'informations dans votre 7-8 Sport à retrouver donc après ce journal sur TV78. Merci Mickaël. Allez vous échauffer. Et puis ce samedi, c'était la 18e nuit blanche manifestation culturelle créée par la ville de Paris, mais qui s'est exportée à Saint-Quentin en Yvelines depuis 2 ans. 4 lieux participaient pour l'occasion, une soirée placée sous le signe de la création artistique et de la rencontre dans plusieurs disciplines. Mélanie Poquet. Un nuage de 4 mètres comme amuse-bouche. La création-prolifération de Florence Arnold était la première découverte artistique de la Nuit Blanche saint-quentinoise. Une première participation pour la ville de Trappes. 4 lieux se sont associés le temps de cette soirée. Ça nous permet de travailler avec d'autres lieux de la communauté d'Agglo et d'avoir une vraie synergie ensemble. Et ça, c'est une vraie volonté qu'on a entre le programmateur d'essayer d'avoir des projets communs. Ils ont plus de force comme ça. Pour cette nouvelle édition, les visites ont pu se faire en circuit. Prochaine étape, voisin le Bretonneux et sa biennale de la peinture. Du coup, ça permet de ne pas se brider et d'avoir plusieurs lieux à visiter et à découvrir. Avec des artistes
majoritairement de régions parisiennes qui ont proposé des œuvres, qui ont été sélectionnées. Et en l'honneur de la Nuit Blanche, on a l'association Souja qui nous a fait une création numérique, en fait, donc comme des tableaux vivants qui sont au milieu du hall et qui bougent de temps en temps. Un circuit qui s'est poursuivi à la ferme de Belle-et-Bas de Guyancourt et la Commanderie. Le prochain grand rendez-vous culturel de l'agglomération débute le 7 novembre, la semaine des écrivains persécutés. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retour dès demain pour une nouvelle édition. Belle soirée sur TV78.